Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindre à la une de l'actualité. Les petits-enfants de l'avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel, reçu à l'Élysée. Emmanuel Macron a reconnu hier au nom de la France que Boumendjel avait été torturé et assassiné. Un assassinat qui avait été maquillé en suicide durant la guerre de libération nationale. De par ses missions, le CRNA est chargé de mener des activités nécessaires à la mise en place d'un dispositif national de radioprotection performant. L'une de ses tâches principales consiste également à mesurer le taux de radioactivité sur les échantillons de l'environnement. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sida Ali Khaldi, a effectué une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Oran. Il s'est enquis de l'état d'avancement de différents chantiers et projets lancés en prévision des Jeux méditerranéens de 2021. Bienvenue à tous. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a procédé ce matin à l'installation du Wali de Tougourt. Tougourt promu en wilaya à part entière. Dans le dossier mémoire, un autre pas est franchi avec la reconnaissance d'Emmanuel Macron hier au nom de la France que l'avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel avait été torturé et assassiné par l'armée française pendant la guerre de libération nationale en 1957. En 2000, Paul Ossarès, ancien responsable des services de renseignement français à Alger, avoua lui-même avoir ordonné à l'un de ses subordonnés de le tuer et de maquiller le crime en suicide. Le président français a lui-même annoncé cette reconnaissance aux petits-enfants d'Ali Boumendjel en les recevant hier. L'Europe a connu il y a quelques jours un phénomène météorologique assez rare, un nuage orange porteur de particules tout droit venues du Grand Sahara qui a envahi notamment plusieurs villes françaises, mais le nuage n'a pas transporté que des particules de sable. Il y a également des traces radioactives détectées lors de ce passage. Les scientifiques sont formels, cette radioactivité vient des essais nucléaires de la France coloniale opérés en Algérie. L'information a été largement relayée par les réseaux sociaux et les médias, notamment le quotidien français Le Parisien qui a souligné que si les traces radioactives ne sont pas dangereuses, cette pollution revient comme un boomerang, mettant la France face à ses responsabilités. Le sirocco qui a soufflé sur la France et d'autres pays européens était porteur de particules radioactives. Le sable du Sahara, charrié par les vents, contient du césium-137 qui n'est autre qu'un composant radioactif. Les données rendues publiques par les chercheurs de l'université de Caen, spécialistes de la radioprotection, sont sans équivoque. Le césium-137 remonte au début des années 60, quand la France avait effectué ses essais nucléaires dans le Sahara algérien. Le phénomène survient alors que l'Algérie évoquait il y a quelques jours le 61e anniversaire des essais nucléaires français en Algérie, un crime contre les Algériens, notamment les habitants d'Oregon, que la France continue d'occulter alors que les chercheurs de Caen sont formels. C'est une pollution radioactive bien réelle et parfaitement indiscutable. Qui sème le vent récolte la tempête, un vieil adage qui prend tout son sens dans cet incroyable phénomène météorologique. Le ciel orangé, observé dans plusieurs régions de France et d'ailleurs, durant ce mois de février, a été observé comme une curiosité. Or, il est porteur d'un héritage macabre, une énième trace indélébile d'un crime colonial renié à ce jour. La découverte du césium-137 met non seulement en cause les essais nucléaires français en Algérie, mais corrobore de fait les propos du professeur Kamel Bouzid, spécialiste en oncologie, qui avait déclaré que les effets radioactifs engendrés continuent et continueront encore de causer des cancers, des handicaps et la stérilité. L'oncologue avait à juste titre exigé que la France nettoie ses sites comme l'avait fait la Russie à Tchernobyl en 1986 et le Japon à Fukushima en 2011. Et de par ses missions, le Centre de recherche nucléaire d'Alger est chargé de mener des activités nécessaires à la mise en place d'un dispositif national de radioprotection performant. L'une de ses tâches principales consiste également à mesurer le taux de radioactivité sur les échantillons de l'environnement. Jazia Bayou.
C'est dans ce laboratoire de spectrométrie que les chercheurs du Centre national de recherche nucléaire mesurent le taux de radioactivité sur les échantillons prélevés dans la nature. La méthode elle est simple, elle est pratiquement facile à réaliser. Il s'agit de mettre l'échantillon dans un conteneur tel que celui-là. On le place dans un détecteur à germanium hyper pur qui va détecter les rayonnements gamma émis par les radionucléides contenus dans l'échantillon. On isole l'échantillon de la radioactivité analysée par rapport à la radioactivité naturelle. Et cette analyse est transmise sur une unité qui va nous visualiser le spectre des échantillons radionucléides contenus dans l'échantillon A9. Le laboratoire mesure la radioactivité dans toutes les matrices environnementales, aussi bien dans l'air que dans le milieu marin et terrestre. Notre laboratoire, il mesure la radioactivité à l'état de trace. Vraiment, c'est la micro-analyse et aussi on fait les intercomparaisons avec les autres laboratoires. Alors, les échantillons de l'environnement sont analysés avec une fréquence bien déterminée, par exemple dans l'air, pour la surveillance radiologique de l'atmosphère. On analyse un échantillon de l'air chaque 15 jours. Pour des mesures de santé publique, le Centre de recherche nucléaire assure l'analyse de tous les échantillons et produits commerciaux destinés aussi bien à l'exportation qu'à l'importation. Le CRNA est l'unique opérateur de suivi dosimétrique du personnel exposé au rayonnement ionisant. C'est aussi dispose de l'unique laboratoire national qui est chargé de l'étalonnage des équipements utilisés pour les mesures de rayonnement ionisant. On dispose de l'unique aussi service d'analyse isotopique pour tout ce qui est importation ou exportation aussi, pour déterminer la radioactivité des matériaux ou des produits importés ou destinés à l'exportation. Grâce à ces mesures de protection préventive des effets néfastes des rayonnements ionisants, le CRNA tente d'assurer la mise en place d'un dispositif national de radioprotection performant. Dans l'actualité également, ouverture ce mercredi des travaux de la 27e réunion du comité ministériel conjoint de suivi de l'accord OPEP-non-OPEP avec la participation du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab. Le comité aura à évaluer sur la base du rapport du comité technique en juin des conditions présentes et à court terme du marché pétrolier ainsi que le niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays signataires participant à la déclaration de coopération. Le mois de janvier 2021, Arkab prendra également part demain aux travaux de la 14e réunion ministérielle OPEP-non-OPEP qui se tiendra par visioconférence. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère. Produire du biogaz, c'est à quoi s'attelle le centre d'enfouissement technique de Betna en collaboration avec l'université de Betna 1. Il s'agit d'un combustible propre obtenu par la transformation de déchets organiques selon le principe de la méthanisation. Bouchra Bali. Dans ce centre d'enfouissement technique situé à Betna, on produit à partir de déchets organiques du biogaz composé essentiellement de méthane. Le procédé est plutôt simple. Les détritus sont enterrés hermétiquement dans un digesteur, une cuve utilisée dans le processus de méthanisation. Et après leur fermentation, on obtient un combustible bio utilisé entre autres pour l'éclairage et le chauffage. Et comme rien ne se perd, les résidus de la méthanisation donnent le digestat, un engrais naturel. Le biogaz est disponible en ce moment même. Nous pouvons l'utiliser dès aujourd'hui à condition de raccorder les réservoirs de ce massif à des habitations par exemple. Nous l'avons testé et il s'est avéré que c'est un gaz de qualité que nous pouvons utiliser dès à présent. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à conduire une nouvelle expérience à travers la signature d'un accord de partenariat avec l'université de Betna 1. Et ce, dans le cadre de l'impératif d'une transition énergétique qui s'oriente vers le renouvelable. Il s'agit d'investir dans les énergies et les compétences que recèle l'université de Betna. Il s'agit de mettre l'université au service de l'entreprise pour promouvoir l'utilisation du biogaz. Cet accord permettra au centre d'enfouissement technique de Betna de bénéficier de la compétence et du savoir-faire de nos chercheurs et enseignants. Il mettra également à leur service nos laboratoires de recherche.
Le biogaz est une solution à la fois écologique et économique, puisqu'il permet en amont le traitement des déchets organiques et en aval la production d'une énergie propre, loin d'être aussi coûteuse que l'énergie fossile. Dans la dynamique des efforts visant à asseoir la sécurité et la sérénité sur l'ensemble du territoire national, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont mené durant la période du 24 février au 2 mars plusieurs opérations dont les résultats dénotent du haut professionnalisme et de l'engagement indéfectible de nos forces armées à préserver et prémunir notre pays contre toute forme de menace sécuritaire et fléaux connexes. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements sécuritaires, un détachement de l'armée nationale populaire a capturé le terroriste dénommé Orbaoui Abdi Ould Barka à Borj Badji Mokhtar en 6e région militaire. Le dit terroriste avait rallié en 2016 l'une des organisations terroristes activant au Sahel. Dans le même sillage et suite à une opération de fouille et de recherche le long de la bande frontalière de Borj Badji Mokhtar, un autre détachement de l'ANP a découvert une cache d'armes et de munitions contenant 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 3 chargeurs de munitions, 3 roquettes anti-chars RPG-2, 3 roquettes antipersonnel RPG-2, une grenade antipersonnel FLG, ainsi que 136 balles, alors qu'un autre lot de 2485 balles de différents calibres a été également saisi à In Amenas dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays. Des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires. 49 narcotrafiquants et saisis de grandes quantités de kifs traités s'élevant à 12 quintaux et 14 kilomètres que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc. À ce titre, des détachements de l'ANP et les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté lors d'opérations distinctes au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 15 narcotrafiquants et saisi 11 quintaux et 47 kg de kifs traités, alors que 34 narcotrafiquants ont été appréhendés et 67 kg de la même substance, ainsi que 113 092 comprimés psychotropes et 150 grammes de cocaïne ont été saisis dans diverses opérations menées dans les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset, In Gezem, Borj Badji Mokhtar, 63 individus et saisi 6 véhicules, 69 groupes électrogènes, 46 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 13 autres individus ont été arrêtés et 6 fusils de chasse, un pistolet automatique, 9790 unités de tabac, 5177 unités de différentes boissons et 977 smartphones ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à Tindouf, Biskra, Gardaya, Bjaya, El Bouagui, Hama et Saïda. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 12 372 litres ont été déjoués à Tébessa, Taraf, Souqahras, Tindouf et Janet. La Cour de justice de l'Union européenne a ouvert hier sa première audience sur le recours en annulation de l'accord portant extension des accords d'association et de libre-échange UE-Maroc au territoire du Sahara occidental, introduit par le Front Polisario le 27 avril 2019. Cette première audience est liée principalement au recours introduit par le Front Polisario contre l'accord agricole conclu entre
entre l'Union européenne et le Maroc qui comprend illégalement les territoires occupés du Sahara occidental. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter le représentant du Front Polisario en Europe et auprès de l'UE, Oubi Bouchraya Bachir, au micro de Afaf Belouchet. الملاحظة غالبا بعد انتهاء المداولات في الجلسة الأولى من الجلسة العلنية حول الطعن اللي تقدمت به جبهة البوليساريو حول اتفاق التبادل الحر والمنتجات الزراعية هو يعني أنه جميع الأطراف اللي تدافع يعني عن هذا الاتفاق غير الشرعي أي من هذه الأطراف لا ينكر على الإطلاق بأنه الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتمايز عن المغرب وفقا لقرارات محكمة العدل الأوروبية السابقة، وبأنه المغرب لا يمتلك أي نوع من السيادة على الصحراء الغربية، وبأنه الشعب الصحراوي على اعتبار بأنه هو المالك الحصري والوحيد للسيادة على الإقليم وعلى الثروات هو من يجب أن يوافق على أي دخول في تعامل اقتصادي. النقطة الأخرى المسجلة اليوم بأن فرنسا هي البلد الأوروبي الوحيد من أصل 27 بلد التي يعني تقدمت بمذكرة ورافعت إلى جانب مجلس الاتحاد الأوروبي. والملاحظة الثانية بأنه حتى النقابة المغربية التي يعني تقدمت بمذكرة للدفاع عن الاتفاق لم تبدي أي نوع من الاعتراض على الإطلاق على مجموعة التوصيفات القانونية التي أصبحت بديهية في إطار القانون الأوروبي فيما يتعلق بالصحراء الغربية وواقع المغرب على اعتبار بأنه بلد لا يمتلك أي نوع من السيادة على الصحراء الغربية. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont poursuivi hier leurs attaques contre les forces d'occupation marocaines le long du mur de la honte. Les combattants de l'ALPS ont mené lundi un bombardement contre les sites des forces d'occupation dans la zone d'Agarara El-Zawi, dans le secteur d'Atwiski, dans le secteur de Bakari, et ont mené des bombardements contre les forces d'occupation marocaines retranchées dans le secteur de Haouza. Le communiqué a ajouté que les combattants de l'ALPS ont bombardé la zone turcante du secteur Haouza et ont bombardé des forces d'occupation dans la région de Khanqa-Benska. Dans le secteur de Haouza, les combattants de l'armée sahraoui ont également bombardé les sites des soldats d'occupation Al-Harish, région de Dirt, dans le secteur de Haouza. Les attaques de l'ALPS se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui ont subi de lourdes pertes en vie humaine et matérielle. La militante sahraoui des droits de l'homme Sultana Khaya a lancé hier à la communauté internationale un véritable cri de détresse à cause des pratiques répressives des forces d'occupation marocaines et son assignation à résidence depuis 104 jours, alertant sur la situation dramatique des droits de l'homme dans les villes sahraouies occupées. Yanis Eid Belkacem. International nous a imposé la reprise de la lutte armée comme seule et unique voie pour libérer notre terre et établir notre État indépendant et souverain sur l'ensemble de ces territoires. Un vibrant appel de la militante sahraoui Sultana Khaya à l'ONU et aux organisations internationales des droits de l'homme pour protéger le peuple sahraoui désarmé contre l'État d'occupation marocain. La militante sahraoui des droits de l'homme évoque ses souffrances quotidiennes depuis son retour d'Espagne à Boujdour, elle qui fait l'objet de menaces d'emprisonnement, d'une arrestation, de fouilles et d'interrogatoires à l'entrée nord de la ville pendant plus de 2 heures de la part des forces d'occupation marocaines. Assignée depuis 104 jours, la militante sahraoui des droits de l'homme a mis en avant le bouclage sécuritaire asphyxiant imposé par les forces d'occupation marocaines et les pratiques de répression contre tous les activistes et militants des droits de l'homme sahraoui. Depuis la reprise de la lutte armée en réponse à la violation de l'accord du cessez-le-feu le 13 novembre dernier. Sultana Khaya rappelle que cette politique de répression est adoptée par le Maroc depuis l'invasion du Sahara occidental en 1975, exprimant ses appréhensions face au climat tendu et la recrudescence de la répression. Elle affirme que la situation fait craindre de nouveaux massacres dans les villes occupées, notamment avec le blackout médiatique et le mutisme de l'ONU. En dépit de la situation alarmante, la militante sahraoui affirme que tous les indicateurs confirment que la victoire est proche.
Et l'économiste ancien président de l'Association marocaine de défense des droits humains, Fouad Abdelmoumni, a révélé que des appareils de l'État marocain s'attaquent aux élites marocaines, soit pour les intégrer par la corruption et la rente, soit pour les terroriser, pour les attaquer ou la menace d'attaque. Les activistes du Hirak du Rif ont été condamnés, pour certains à 20 ans de prison. Plusieurs journalistes aussi sont derrière les barreaux. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidali Khaldi, a effectué ce mardi une visite de travail et d'inspection dans la wilaya d'Oran. Sidali Khaldi s'est enquis de l'état d'avancement de différents chantiers et projets lancés en prévision des Jeux méditerranéens de 2022. Sid Ahmed Bouraïb. Les travaux du nouveau complexe sportif d'Oran, qui compte en plus du stade principal, une salle omnisport et un complexe aquatique, et qui devrait accueillir les Jeux méditerranéens en juin 2022, avancent à un bon rythme en vue d'être livrés dans les délais fixés par le ministère de la Jeunesse et des Sports. 31 mars 2021 فيما يخص ملعب كرة القدم. En ce qui concerne les dates de livraison, le 31 mars 2021 pour le stade de football, le 31 mai 2021 pour la piste d'athlétisme qui accueillera les championnats d'Afrique prévus en juin prochain et le 30 juin pour le village méditerranéen avec l'obligation de fournir au plus vite tous les équipements nécessaires pour l'achèvement des infrastructures. Le complexe aquatique et la salle omnisport, la date butoir pour sa livraison est le 30 septembre 2021. 2021 كأقصى أجل لاستلام المركب المائي والقاعة المتعددة الرياضات. Nous pouvons être fiers de ces nouvelles infrastructures sportives, fiers également de voir l'Algérie organiser des événements internationaux comme les championnats d'Afrique d'athlétisme et les Jeux méditerranéens. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui était accompagné par la secrétaire d'État chargée du sport d'élite, a annoncé la prise en charge financière des athlètes préparant les différents tournois internationaux. Une sorte de motivation pour représenter haut et fort les couleurs nationales. Nous allons prendre en charge financièrement les programmes de préparation de 325 athlètes dans différentes disciplines. La prise en charge concernera la rémunération, l'encadrement technique, ainsi que la couverture sanitaire et les stages à l'étranger. Et dans ce registre, plus de 200 athlètes en stage à l'étranger ont été déjà pris en charge. De nouvelles infrastructures et d'autres qui ont bénéficié d'un réaménagement, comme le Palais des Sports, le complexe de tennis et le centre d'équitation. Un acquis pour le mouvement sportif national. On vous propose pour terminer de découvrir un champion. Il s'agit de Sidali Boudina, 3e mondial au championnat du monde d'aviron argomètre. Il est également plusieurs fois champion d'Afrique et c'est avec un nouveau record que ce rameur se prépare pour les JO de Tokyo. Sarah Terbella. Quand il est dans son skiff, il est dans sa bulle. Sidali Boudina est le plus rapide des rameurs algériens, le plus endurant, mais aussi le plus titré. Son premier sport n'est pourtant pas l'aviron. Il a entamé une carrière en natation à l'âge de 4 ans, forcé d'arrêter 10 ans plus tard pour se consacrer à ses études. À 16 ans, le gamin rêvait d'une carrière sportive. Il s'est donc intéressé à la planche à voile. Mais comme le destin fait bien les choses, son histoire avec l'aviron est une belle coïncidence. Mes débuts à l'aviron, ce fut un pur hasard puisque c'est mon père qui s'est trompé en m'inscrivant à l'aviron au lieu de la voile. C'était mon sport, c'était le sport que je voulais pratiquer. Et mes débuts étaient en 2016 à l'âge de 16 ans au Sport Nautique d'Alger, mon club formateur et mon club de toujours. Donc voilà, après je suis parti en 2011 en France pour m'améliorer physiquement et m'améliorer techniquement aussi et pour progresser. À 30 ans, Sidali pèse plus de 20 titres, dont une médaille de bronze au championnat du monde 2021 et 10 titres africains. Je suis 10 fois champion d'Afrique, plusieurs fois champion arabe, quart finaliste aux Jeux Olympiques de Rio 2016.
Je suis médaillé de bronze dernièrement en 2021 au championnat du monde indoor, sixième mondial, 2 médailles de bronze à la régate internationale d'Italie et champion d'Algérie de 2008 jusqu'à notre jour. Voilà. Le podium olympique constitue son plus grand rêve. Il participe pour la première fois dans des JO en 2016 et termine quart de finaliste. Un résultat jamais réalisé auparavant. Sid Ali se prépare pour le prochain rendez-vous mondial et espère lever haut le drapeau algérien en compagnie de son coéquipier Kamel Aïd Daoud. Présenter l'Algérie, pour moi, ça a toujours été un honneur. C'est quelque chose de fort qui est ancré en moi. C'est mes parents qui me l'ont transmis déjà. On est tous fiers d'être algériens et fiers de hisser le drapeau algérien le plus haut possible. Et j'espère le faire le plus longtemps possible. Et pourquoi pas aux Jeux Olympiques. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.